Vous êtes toujours sur France 3 Alsace. Bonsoir. Merci à ceux qui restent avec nous pour poursuivre cette soirée spéciale débat par rapport aux élections législatives. Merci à ceux qui nous rejoignent, bien sûr. Place donc à un nouveau débat préparé avec notre confrère Antoine Ballandra pour France Bleu Alsace. Et on s'intéresse cette fois à la 5e circonscription du Bas-Rhin, celle autour de Sélestat. Alors Antoine Herth, le député sortant, ne se représente pas après 4 mandats. Alors qui pour lui succéder? Y aura-t-il à nouveau une percée des régionalistes comme il y a 5 ans? On va en discuter avec nos 5 invités. D'abord Olivier Soler, candidat UDI Les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également avec nous Charles Zitzenstuhl. Vous êtes le candidat de Renaissance. Bonsoir. Sarah Weiss-Mesmer, candidate d'Unserland. Bonsoir à vous. Bonsoir Véronique Toulza, vous êtes la candidate de la France Insoumise pour la NUP. Et oui, puis, bonsoir. Bonsoir à vous Marc Wolf, vous êtes donc le candidat du Rassemblement National. Bonsoir. D'autres candidats se présentent sur cette circonscription. Vous allez les découvrir avec nous. Il y a Mélanie Abbassi pour Reconquête, Patrick Duterre de Lutte ouvrière, Angelo Herrera-Muller pour l'Union alsacienne de la droite et du centre, Alexandre Lesieur pour Volt Europa, Jean Pluscotta pour le mouvement écologiste et indépendant et Yolande Tétard pour Ensemble pour les libertés. Une liste qui devrait s'allonger puisque le délai de dépôt des candidatures pour le premier tour des législatives court jusqu'à vendredi 18h. Alors voyons de plus près à quoi ressemble cette 5e circonscription du Bas-Rhin. Elle se situe au sud du département. Elle englobe un territoire qui va de Bar à Erstein, en passant par Sélestat, Villers et Markolsheim. Plus en détail, en chiffres, cette fois, la circonscription compte 135 740 habitants. Le revenu médian mensuel s'élève à 1 965 €. Le taux de chômage est de 4,8%, un des plus bas du département. Et enfin, 8,6% de la population de la circonscription a un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Alors voilà pour la carte d'identité. On s'intéresse maintenant à vous, candidat de cette 5e circonscription. On l'a dit, le député sortant Agir, Antoine Herth, ne se représente pas pour un 4e mandat, après 4 mandats plutôt. Charles Zitzenstuhl, vous êtes adjoint au maire de Sélestat, vous êtes aussi élu à la CEA et vous êtes le candidat du parti présidentiel. Vous avez milité, cela dit, pendant plus de 10 ans, je crois, chez les Républicains, d'abord à l'UMP et puis chez les Républicains. Est-ce que vous vous sentez un peu comme l'héritier du député sortant Antoine Herth ? Écoutez, le député sortant a fait 20 ans de mandat, 4 élections successives. C'est un beau parcours. Il a beaucoup apporté au Centre-Alsace. Et maintenant, l'objectif, c'est effectivement de donner une majorité au président de la République. C'est l'enjeu des élections législatives qui vont arriver. Et il est important que le Centre-Alsace ait un député qui ait les leviers pour faire avancer les dossiers locaux. Et c'est le sens de ma candidature, une majorité au président de la République, à la nouvelle première ministre et également me servir de mon expérience. J'ai travaillé plusieurs années au ministère de l'économie et des finances. Avec Bruno Le Maire. Avec Bruno Le Maire, j'étais le conseiller de Bruno Le Maire. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis également un élu local, comme vous l'avez rappelé. Et ces 2 expériences, nationales et locales, peuvent permettre au Centre-Alsace d'être bien représenté à Paris pour les 5 prochaines années. Je me tourne vers vous, Olivier Soler. Vous êtes maire de Chervillers, président de la Comcom de Sélestat aussi. Vous connaissez bien Charles Zitzenstuhl, vous siégez à la Comcom tous les deux. Et vous semblez assez proches, idéologiquement parlant. Comment les électeurs peuvent faire pour vous différencier ? Je ne pense pas qu'on puisse dire que nous sommes assez proches tous les deux, même si nous siégeons dans une instance commune, puisque effectivement je suis président de la communauté de communes de Sélestat depuis 2020, je suis maire de la commune de Chervillers depuis 2014 et je suis également conseiller régional Grand Est sur la liste conduite par Jean Rotner. Aujourd'hui, mes valeurs sont celles de l'UDI et de la droite, et des Républicains et de l'ensemble de la majorité alsacienne qui représente en fait ma candidature. Mais ça veut dire que le divorce est consommé avec... parce que M. Zitzenstuhl, vous avez milité longtemps chez les Républicains. Pour vous, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien de commun entre vous ? Mais là, en fait, je pense que les choses sont totalement différentes entre la majorité présidentielle actuelle et les Républicains et l'UDI et l'ensemble du centre droit. Je pense que ce sont 2 partis totalement distincts. Et notre objectif, c'est de permettre à la démocratie, justement, de s'exprimer au travers des différentes candidatures. Après la défaite cuisante de Valérie Pécresse à la présidentielle, 4% dans la circonscription, la droite que vous représentez, la droite classique, est-ce qu'elle n'est pas arrivée en bout de course là ?
Je ne suis pas sous l'étiquette LR, je suis sous l'étiquette UDI, c'est pas tout à fait pareil. Soutenu bien sûr par les LR, effectivement, mais par la majorité du centre droit. Et ce territoire de la 5e circonscription du Bas-Rhin est un territoire du centre droit traditionnellement. Et aujourd'hui, ce sont une continuité de ce que nous avons véhiculé dans nos valeurs avec Antoine Herth au départ, qui a été élu d'ailleurs avec cette étiquette-là. Sarah Weiss-Mosmer, vous n'avez jamais été élue, jamais candidate, je crois, d'ailleurs également. Il y a 5 ans, Unserland a créé la surprise dans cette circonscription. Arrivé au second tour des élections législatives, regardez, je crois qu'on va revoir les scores d'il y a 5 ans. Gérard Zimmler avait fait 45,8% des voix. C'était le seul candidat d'Unserland qualifié pour le second tour. Comment vous allez faire mieux cette fois-ci ? On va faire mieux parce que nous, on est un parti... donc moi, je suis une militante. Je suis Sarah Weiss-Mosmer, je suis une militante, notamment dans les associations pour la promotion du bilinguisme. Donc je suis libre. Je suis libre de prendre les décisions que je souhaite prendre. Et je ne suis pas liée à un parti parisien qui va prendre les décisions pour nous. Et vous, vous n'avez pas répondu à ma question directement, mais comment vous allez faire pour faire mieux ? Vous avez l'objectif de gagner cette fois-ci ? Bien sûr, bien sûr. Je vais l'expliquer aux Alsaciens. Je l'explique tout au long de mon parcours aux Alsaciens. Et je pense qu'ils vont nous comprendre et nous suivre. Alors on l'a dit, une circonscription historiquement au centre droit. Mais surprise, Jean-Luc Mélenchon a fait un score honorable lors de la dernière présidentielle. Regardez, il est arrivé 3e après Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec 13,9% des voix au premier tour. Véronique Toulza, vous êtes candidate de la NUP, ancienne élue de Sélestat. Comment porter les idées de la gauche dans cette circonscription qui historiquement vote à droite ou au centre ? Et ça depuis l'instauration de la Ve République. Oui, ou pas tout à fait. Parce que lorsqu'on observe exactement les chiffres, par exemple aux dernières élections législatives, certes, nous n'étions pas au 2e tour, mais la situation est totalement différente cette fois-ci, puisque nous sommes tous sous une même étiquette, qui est maintenant la NUP. Et que je suis la seule candidate de gauche sur l'ensemble de la circonscription. La dernière fois, les voix étaient un petit peu éclatées. Et si on fait le total de toutes les voix de gauche aux dernières élections législatives, si nous avions été dans la situation dans laquelle nous sommes cette fois-ci, nous aurions peut-être pu être au 2e tour. Donc c'est exactement l'objectif qu'on recherche là. Seulement le 2e tour ou être élu ? Commençons par le début, c'est déjà pas mal, mais une fois qu'on est au 2e tour... Alors nous, on ne cherche pas du tout à séduire les électeurs, nous voulons les convaincre. Et nous voulons les convaincre qu'il y a urgence à changer de politique à 180 degrés. Donc pour nous, c'est clairement une rupture avec le système actuel politique qu'on connaît. C'est exactement ce qu'on recherche. On va revenir plus précisément sur plusieurs sujets qui intéressent indirectement les électeurs de votre circonscription et plus largement les Français. Peut-être Marc Wolf, vous êtes donc le candidat du Rassemblement national. Vous avez déjà été candidat, vous, au départemental et au municipal à Haguenau. Marine Le Pen a fait de bons scores également dans la 5e circonscription à la dernière présidentielle où vous êtes candidat. Regardez, elle avait fait 46,3% des voix au second tour, plus qu'au niveau national. Vous, pourtant, vous n'habitez pas directement cette circonscription, vous n'y travaillez pas non plus. Comment vous allez faire pour combler peut-être ce déficit de notoriété, vous ? Je pense qu'en représentant le Rassemblement national, je vais pouvoir capter l'ensemble de l'opposition à Emmanuel Macron. Ici, on n'est pas sur une personnalité, on est sur un projet. On vient de sortir de 5 années de macronisme, on voit le résultat. Il vient actuellement de choisir Elisabeth Borne, une de ses fidèles ministres, comme première ministre. Moi, j'estime qu'on va être totalement dans la continuité. Et les Français n'ont pas besoin de revivre les 5 années. Donc, il faut absolument que nous soyons une opposition. Je rejoins Madame, il faut un changement de politique à 180 degrés. Et donc, ici, l'objectif, c'est qu'il y ait une majorité
de députés du Rassemblement national. Mais vous ne comptez du coup que sur votre étiquette pour remporter l'élection, parce que vous êtes peut-être un peu moins connu, tout simplement parce que vous n'êtes pas sur place. Oui, je vous rassure, de par ma profession, je vais réussir quand même à trouver du temps libre pour faire et mener une campagne. J'ai l'avantage d'avoir justement une petite expérience de l'année dernière. C'est déjà quelque chose qui est sympa. Voilà pour les forces politiques en présence. Je vous propose à présent de parler des sujets qui préoccupent les concitoyens. Et à l'heure actuelle, vous le savez, au cœur des discussions, l'inflation galopante. On devrait atteindre les 5,4% d'inflation au mois de juin. Vous le voyez, les prix flambent, plus 10% pour le café, plus 17% pour le café, plus 17% pour le prix des huiles. Et surtout, l'emblématique baguette de pain pourrait prendre 10% pour un prix moyen qui serait alors de 1,30 €. Alors Emmanuel Macron prépare une série de mesures pour cet été, mais l'urgence elle est déjà là, les prix augmentent déjà. Est-ce que le blocage des prix, par exemple comme le propose Jean-Luc Mélenchon, ça pourrait pas être une bonne chose, Charles Zitzenstuhl? Alors, dans les chiffres que vous avez montrés, ce que vous n'avez pas montré, c'est que dans les comparaisons européennes, le pays qui résiste le mieux à l'inflation, c'est la France. On est à moins de 5% d'inflation, là où nos voisins allemands, l'Espagne, sont à 7 ou 8. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises par le gouvernement depuis plusieurs mois et qui fonctionnent. On a notamment bloqué les prix sur l'électricité et le gaz. On a également, il y a eu des chèques énergie, il y a eu les 18 centimes d'aide par litre sur le carburant. Et en fait, toutes ces mesures ont produit des résultats positifs. On va continuer avec la nouvelle première ministre Elisabeth Borne. La première loi qui sera votée pour la nouvelle Assemblée, ça sera une loi pour le pouvoir d'achat. C'est notamment là qu'il y aura l'indexation des retraites au 1er juillet. On va poursuivre aussi le blocage des prix sur l'électricité et le gaz. Et bien sûr, moi, je m'engagerai sur ce texte comme député de la majorité présidentielle. Marc Wolf, le Rassemblement national propose une TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité. Une mesure qui priverait l'État de 3,4 milliards d'euros de recettes par an, alors qu'on se dirige vers une crise économique. Est-ce que cette mesure serait supportable pour l'économie française ? À l'heure actuelle, les milliards ont déjà été largement dépensés. On ne va pas chipoter pour 3 milliards. L'urgence, c'est vraiment la fin du mois de chaque citoyen. Quand vous voyez les étiquettes qui ne font qu'augmenter, ça devient réellement insupportable. Vous allez faire votre plein, vous vous ruinez. Nous avions la chance ici en Alsace. Les 18 centimes de ristourne, ils vont disparaître, surtout les 18 centimes. C'est faux. C'est faux, ils vont être prolongés. Ils vont être prolongés, monsieur Wolf. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Ils vont être prolongés sur 4 mois. Jusqu'à quand ? Ils vont être prolongés jusqu'à la fin de l'année. Et c'est l'objet de la première loi qui sera votée au mois de juillet. Et le dispositif sera aussi amélioré parce que les 18 centimes, d'une certaine façon, n'aident pas notamment les gros rouleurs qui ont besoin d'utiliser beaucoup leur voiture pour des raisons professionnelles. Et donc le dispositif va aussi être amélioré pour être plus ciblé notamment sur les personnes qui travaillent et qui doivent beaucoup utiliser la voiture. Alors Marc Wolf vous répond. Oui. Bien sûr. Alors effectivement, si vous voulez prolonger jusqu'à la fin de l'année, pas de souci. Mais que se passera-t-il ensuite en janvier ? L'inflation, elle ne va pas être éternelle. Là, la Banque centrale européenne, on reviendra à la normale dans à peu près un an et demi ou deux. C'est ce qui a été annoncé par la Banque centrale européenne. Et l'inflation, les dispositifs, le blocage des prix, l'aide sur l'essence seront poursuivis tant qu'on restera dans cette période d'inflation. Véronique Toulza, je vous vois bouillir depuis tout à l'heure. Oui, parce que vous avez envie de répondre. Moi, je suis super contente de venir à ce débat parce que c'est là qu'on apprend en réalité quel est le programme. Donc, je suis vraiment très contente d'être là parce que, heureusement que vous nous le dites là, parce qu'on a beau chercher, pour moi, c'était 4 mois. Donc, vous nous apprenez aujourd'hui que ça va durer, tant mieux. Donc, vous prenez. Enfin, tant mieux. Vous prenez. Alors, on prend. Non, parce que tant mieux pour vous, pour les la Français fibre surtout. Mais tant mieux pour ceci dit, il y a dans cette affaire de pouvoir d'achat et d'inflation deux manières de traiter les choses. Soit on est sur l'aumône, le chèque par-ci, énergie, le chèque inflation, etc., la prime, ou alors on est dans la dignité. C'est-à-dire qu'on rentre dans le vif du sujet et on s'attache à véritablement voir comment on répartit les richesses dans ce pays. Ça, c'est une question qui n'est pas du tout abordée.
En fait, c'est chaque fois un sparadrap comme ça sur quelque chose qui ne va pas, petite chose, quoi. La mesure de Jean-Luc Mélenchon, c'est de bloquer les prix. Comment vous allez faire, par exemple, pour dire au boulanger de ne pas vendre sa baguette plus de 1 euro, par exemple? Comment vous allez faire? Alors, pour nous, ça n'est pas qu'une question, c'est un ensemble de choses, le pouvoir d'achat. Il y a l'allocation d'autonomie jeune, il y a l'augmentation du SMIC. Qui a déjà été faite, qui est supérieure à l'inflation. Que nous voulons monter à 1 500 € net par mois, avec une conférence et une négociation sur les salaires, parce qu'évidemment, il faut que tous les salaires augmentent en même temps, et que ces négociations portent sur des accords de branche, et si elles portent sur des accords d'entreprise, que les accords d'entreprise soient mieux disants que les accords de branche. Voilà. Donc pour nous, il n'y a pas d'histoire de baisse de charges dans l'augmentation du SMIC. Ce n'est pas des charges, c'est un salaire différé. Olivier, on va passer à Olivier Soler. Donc, on vient de l'évoquer à l'instant, l'augmentation du SMIC. Jean-Luc Mélenchon propose 1 500 € net. Emmanuel Macron, lui, parle plutôt de primes jusqu'à 6 000 € défiscalisées. Quelle est la bonne solution selon vous? Vous optez pour quoi, vous? La bonne solution, c'est de rémunérer avant tout le travail. Et je pense que c'est la véritable sortie qui doit être menée pour rémunérer davantage le travail. Et ça veut dire quoi concrètement en termes de salaire effectué. C'est-à-dire qu'il faut promouvoir les salaires pour tous les gens qui s'intéressent au travail, qui sont dans l'activité, et leur permettre de gagner davantage en exerçant davantage d'activités. Et comment on fait ça, en fait? Vous parlez là d'augmenter les salaires, si je comprends bien. Les heures complémentaires, par exemple, les heures supplémentaires sont un moyen de pouvoir gagner davantage. Bien Elles ont été défiscalisées par Emmanuel Macron. Il faut effectivement rajouter à cela que le pouvoir d'achat puisse être amélioré également. Il faut stopper ces mesurettes qui sont mises en place par rapport à ces taxes sur les énergies fossiles, puisque derrière, ces mesurettes vont prendre fin d'ici quelques temps. Et l'objectif, c'est d'arrêter d'enrichir l'État grâce à ces taxes sur les énergies fossiles. Vous parlez de mieux rémunérer le travail. Vous avez à côté de vous Sarah Weiss-Mesmer, qui a été chef d'entreprise. Oui. Est-ce que vous optez pour quoi finalement? Baisser les charges patronales, augmenter le SMIC? Oui, alors on opte pour plusieurs propositions, mais effectivement, si vous me posez la question par rapport aux entreprises, oui, sur du long terme, je pense qu'il est indispensable de revoir la fiscalité des petites entreprises, des PME. Aujourd'hui, vous travaillez en France, avant de gagner le moindre euro, vous devez déjà payer l'URSSAF, le RSI, les caisses de retraite, alors que les multinationales, elles se débrouillent très bien pour ne rien payer en France. Donc ça, c'est une mesure sur le long terme, effectivement. Maintenant, sur le court terme, je ne suis pas d'avis d'augmenter les salaires en fonction de l'inflation, parce que finalement, c'est à qui mieux, on n'arrête jamais d'augmenter d'un côté et de l'autre. Moi, je suis pour qu'on aide en priorité, et je pense que c'est de la responsabilité des pouvoirs politiques d'aider en priorité les personnes les plus faibles. Et là, effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il faut revoir la TVA, la baisser, alors à 0%, ou en tout cas la baisser pour les produits de première nécessité. Je me permets de revenir justement sur cette proposition donc, de suppression de la TVA sur des produits de première nécessité. Une étude a évalué en fait les bénéfices que cela pourrait apporter. Eh bien, c'est les ménages les plus riches qui profiteraient de cette mesure, avec un gain de 19 € par an. Pour les ménages les plus pauvres, il s'agirait de 9 € par an. Ça paraît assez dérisoire quand même, cette suppression de la TVA. Elle est injuste en plus. Elle est injuste. Elle est injuste. La suppression de la TVA, ça ne fonctionne pas. Et en plus, c'est une perte de recettes fiscale colossale pour l'État. Contrairement à ce que dit le candidat des Républicains et de l'UDI, l'État ne s'enrichit pas. L'État prélève des impôts pour financer les services publics. De l'essence, du gasoil. Et ce qui fonctionne, ce sont des mesures ciblées sur des catégories de population. Et c'est la politique qu'on mène depuis plusieurs mois et qui produit des résultats. Mais parce qu'encore une fois, la France est le pays d'Europe qui contient le mieux l'inflation. Pourquoi ces catégories de population? Elles ne font qu'augmenter, ces catégories de population qui se paupérisent. Et ensuite, bien sûr, vous augmentez le volume de cette population par les mesures politiques et par les choix politiques que vous faites. Et ensuite, évidemment, il faut venir au secours. Mais nous, ce qu'on préfère, c'est que les gens n'arrivent pas à cette situation. Bien sûr. Donc, pour nous, clairement, la rémunération de la force du travail
et la solidarité nationale doivent être exercées pleinement. Raison pour laquelle le SMIC, c'est les salaires qu'il faut augmenter et pas par la baisse des charges. C'est-à-dire vraiment le taux horaire qui doit être augmenté. Là où je suis d'accord avec vous, madame, c'est que vous avez dit un mot sur lequel on se retrouve, c'est le travail. Et la meilleure réponse aux difficultés sociales, c'est la baisse du chômage et c'est d'avoir de plus en plus de Français qui retrouvent un travail. À condition c'est là encore que les revenus du capital, un des grands succès du quinquennat d'Emmanuel Macron. Nous sommes le premier gouvernement depuis longtemps qui avons baissé le chômage parce que notre politique économique fonctionne. On va changer Je de ne sais pas thème si vous faites le plein vous-même, monsieur je le Sitzenstuhl, fais ou alors deux si fois, vous avez un deux fois chauffeur par qui semaine. fait votre plein, mais, Non, mais est-ce que arrêtez vous ce avez genre de choses. remarqué, Je roule ma voiture moi-même. est-ce que vous avez remarqué l'augmentation je du fais prix de mon plat l'essence et moi-même. de votre On va pas facture? parler du chauffeur Non, mais- éventuel, encore Je n'ai pas de chauffeur. Enfin, je suis Mais- consterné que le candidat des LR commence déjà ce genre de débat. Je n'ai pas de chauffeur. Je roule ma voiture moi-même. Je fais le plein au moins 2 ou 3 fois. Très bien, c'est dit. On va passer au thème suivant si vous voulez avoir le temps de parler de tout. Alors, on va passer à un thème qui a été au cœur de l'actualité durant 2 ans, la santé. Et on s'intéresse à l'offre de soins sur la circonscription. Pendant l'épidémie de Covid, face à l'affluence de patients, l'hôpital de Sélestat, rappelez-vous, avait rouvert son service de réanimation fermé en 2016. Depuis la fin de la première vague, l'AREA a refermé ses portes. Charles Sitzenstuhl, aujourd'hui, les services de réanimation les plus proches sont ceux de Strasbourg ou de Colmar. Est-ce que c'est supportable pour les citoyens ? Alors, c'est un sujet, je vais essayer de faire très court. En 2016, il y avait un grand risque sur l'hôpital de Sélestat. C'était une fermeture complète d'un service de réanimation et de soins intensifs. Il y a une mobilisation très forte à l'époque des élus locaux, j'en faisais partie, et nous avons obtenu le maintien d'un service de soins intensifs à l'hôpital de Sélestat, et même le doublement. 4 lits, on a réussi à obtenir 8 lits avec le maire de Sélestat. Mais ce n'est pas un service de réa en tant que Non. Ça permet de gérer la grande partie des urgences, et ensuite, pour les cas les plus graves, vous avez effectivement Colmar et vous avez effectivement Strasbourg. Il faut aussi savoir qu'il y a un déficit en France, et singulièrement en Alsace, de médecins réanimateurs. Et c'est notamment pour ça qu'il y avait eu ce problème au niveau de la réanimation il y a quelques années. Et là, il y a eu suppression du numerus clausus qui a été fait par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Annoncé. Et donc là, qui a été faite. Annoncé. Et donc, ces résultats vont mettre encore quelques années à être effectifs, puisque la formation des médecins est extrêmement longue. Véronique Toulza, vous faites quoi si vous militez pour une réouverture si vous êtes élu député? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Nous ne raisonnons pas du tout de la même manière que le gouvernement actuel. Pour nous, l'hôpital ne se réduit pas à une simple dimension budgétaire. Là, pour l'instant, la Bible, c'est l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Ça n'est pas du tout comme ça que nous conçoyons les choses. Nous voyons qu'en 4 ans, 17 900 lits ont été fermés en France. Pendant la seule période de la pandémie, 5 700 lits. Alors, évidemment, on peut se réfugier derrière le nombre de médecins qui sont insuffisants en réanimation, etc. Pour nous, ce n'est pas le cas. Monsieur Sitzenstuhl dit quelque chose de fort intéressant. Il dit qu'ils se sont mobilisés au moment de la fermeture de la réanimation. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que pendant que les élus de Sélestat défilaient en tête de cortège avec l'écharpe tricolore, les mêmes qui soutenaient la même chose votaient pour les politiques d'austérité à l'Assemblée nationale. C'est totalement... Si vous voulez bien, on va laisser les autres candidats et candidates s'exprimer parce que vous prenez un peu d'avance, notamment Marc Wolf pour le Rassemblement national. Il y a eu le Ségur de la santé avec revalorisation des salaires. Pour vous, c'est insuffisant? Clairement. Ici, il faut bien voir que le problème a déjà démarré à l'époque du quinquennat de Nicolas Sarkozy. La tarification à l'acte. On souhaitait que l'hôpital devienne, grosso modo, rentable. Alors effectivement, vous êtes ensuite là, en tant que soignant, à devoir vérifier si tel acte va être correctement remboursé pour amener un minimum de bénéfices à votre hôpital. C'est une gestion purement comptable. À un moment ou à un autre, on considère que la santé est un bien public et qu'il faut arrêter cette course éternelle à la rentabilité. Quand j'écoute le représentant du parti présidentiel me dire « Ah, les finances publiques », mais vous ne faites que ça, supprimer des services publics. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation nationale. En tant qu'enseignant, je vois les ravages de Jean-Michel Blanquer au cours des 5 dernières années. Donc, arrêtez de nous dire que les finances publiques vous intéressent. Ce qui vous intéresse, c'est d'externaliser
un maximum de choses. C'est pas vrai. On Pour fait que l'inverse. le On privé... rouvre des casernes de gendarmerie, on recrute des policiers, Marc c'est Wolf, faux. vous me disiez au téléphone l'autre jour, sans trahir de secret, que Oui. vous êtes donc enseignant, Tout vous à vous fait. sentiez maltraité en tant que fonctionnaire. Ah oui, ah oui. Je suis professeur depuis maintenant 24 ans. Pendant 21 ans, je n'ai jamais fait grève, je n'ai pas été syndiqué, pardon. C'est dommage. Peut-être vous. Oui, non, mais il n'y a pas. Mais il n'est jamais trop tard, je vous rassure. Il y a 3 ans, j'ai effectivement pris ma carte dans un syndicat, j'ai pris ma carte au Rassemblement national. Force est de constater que malheureusement, l'action syndicale connaît ses limites. À un moment, si on veut qu'il y ait un résultat, que les choses bougent réellement, il faut se tourner effectivement vers le politique. Et je suis désolé, les 5 dernières années ont été catastrophiques pour les Français. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a été réélu. On Alors- pourrait discuter des Je- conditions, alors, monsieur pourquoi Zitzer. Bah, honnêtement, remercier Monsieur Mélenchon. On va revenir là-dessus. Remercier Ouais, Monsieur on va Mélenchon. la santé avec vous, Olivier Solaire, vous, député. Vous battrez pour développer l'offre de soins à l'hôpital de Célestat en faisant quoi ? Effectivement, la santé est un sujet qui me porte à cœur, tout simplement parce que mon épouse est d'ailleurs infirmière, travaillait à l'hôpital de Célestat. C'est vous dire que je connais le sujet. La réanimation qui ferme à Célestat, c'est inacceptable. Mon épouse est infirmière libérale. Aujourd'hui, j'ai choisi une suppléante qui est dans le domaine de la santé, puisqu'elle est infirmière elle-même. Elle est même capitaine des sapeurs-pompiers et elle exerce dans le domaine de la santé qu'elle alors, vous maîtrise faites quoi ? parfaitement. Faites quoi, Bien. oui. Notre objectif, c'est de réouvrir cette réanimation à l'hôpital de Célestat et donner davantage de personnel au monde de la santé. Comment on fait Je suis ça également président de la maison de retraite locale à Chervillers. Lorsque nous avons été condamnés dû à la pandémie, où nous avons été confinés lors de la première pandémie, je cherchais les mots, on nous a promis des masques dans les 48 heures pour l'ensemble de notre personnel. Imaginez-vous, 3 semaines, 1 mois après, nous n'avions pas encore les équipements de protection individuelle pour l'ensemble de notre personnel. C'est nous, les élus, qui avons dû tout mettre en œuvre pour permettre à notre personnel de trouver des moyens pour notre personnel de santé. Je pense que c'est quand même scandaleux et qu'il faut qu'il y ait une gestion de ce mode de la santé qui soit pris bien plus en amont. Les objectifs, la santé, c'est un sujet particulièrement important et je pense qu'il faut donner les moyens aux dispositifs de santé et à Célestat en particulier de permettre la réouverture de la réanimation. Sarah Weissmesmer, vous habitez donc dans cette circonscription, vous connaissez bien ces problématiques. Est-ce qu'on peut se faire soigner bien près de chez soi dans votre circonscription ? Oui. Alors nous sommes pour la suppression pure et simple de l'ARS. Parce que nous L'Agence pensons, régionale de santé. voilà, parce que nous pensons aussi, à juste titre, je pense que la santé n'est pas un bien qui doit être monnayable ou rentable. Mais alors ça se règle au niveau national ou au niveau local ? Eh bien, ça se règle au niveau local, évidemment. Pour nous, les problématiques globales se règlent au niveau local. C'est-à-dire donc nous, à l'échelle de quoi ? Alors, à De la l'échelle région. de la région Alsace, D'accord. je précise, Du département, donc. de la là. CEA, voilà. Nous voulons travailler sur un redéveloppement des hôpitaux alsaciens, donc avec peut-être un partage de pôles, pas forcément une réa à Célestat, mais par exemple rouvrir la néonate qui a fermé à Célestat aussi en 2015. Moi j'ai eu la chance d'y accoucher et j'ai eu la chance d'y être bien accueillie pendant 12 jours à la néonate de Célestat. Et donc voilà, par exemple, redévelopper... Alors, oui. Je vous coupe, mais pour pouvoir ouvrir tous ces services, il faut du personnel Oui. soignant. Par exemple, vous réintégrez tous ceux qui ont refusé de se faire vacciner, par exemple, Oui. contre le Covid ? Vous y allez directement ? Oui, je pense que la situation le permet aujourd'hui. Et elle est nécessaire pour sauver l'hôpital de Célestat, entre autres. Il faut évidemment travailler à pouvoir réembaucher des gens rapidement, mais aussi à rendre les services de l'hôpital plus attrayants pour le personnel. Donc, mieux les payer.
là, on est entièrement d'accord. Le Ségur n'a pas suffi. Ah non, Non. Mais il faut surtout investir. Et la bonne nouvelle quand même que le Centre Alsace a eue il y a quelques semaines, c'est que Jean Castex, qui était encore Premier ministre, a annoncé très officiellement que l'hôpital de Célestat, Aubernais-Val d'Argent allait bénéficier quand même d'un investissement très important de près de 8 millions d'euros pour le service des urgences. Donc il y a beaucoup de postures là dans le débat. Ce soir, c'est normal, c'est le jeu d'une élection. Mais après, il y a des décisions. Et là, il y a une décision extrêmement forte qui a été prise d'investir 8 millions d'euros sur l'hôpital de Célestat, qui est l'hôpital de tout le centre. Alors, Monsieur une phrase Darcourt, et on change de thème, s'il vous plaît, parce qu'on Monsieur Darcourt, directeur de l'ARS Grand Est, a annoncé, je cite, « Ce n'est ni au maire ni aux députés de décider du nombre de lits. » Ce monsieur est directeur de l'ARS. Donc, il agit directement sous le ministère de la Santé. Eh bien, ces gens-là sont à remettre à leur place. Ça n'est pas à des technocrates de décider comment les choses se passent. Ce sont aux politiques oui, de bien le sûr, faire. c'est aux politiques de décider. Voilà. C'est l'occasion pour changer de thème. Il faut, je suis tout à fait d'accord avec ma voisine, il faut Super. absolument donner davantage de pouvoir aux régions en matière de santé. Alors, on va parler justement de la région, de l'ancienne région Alsace, qui fait partie maintenant du Grand Est. On va s'intéresser à l'enseignement, plus précisément, de l'alsacien dans cette circonscription qui a placé, on le rappelle, Unserland au second tour, il y a 5 ans de cela. Le président de la Fédération Alsace bilingue, Pierre Klein, parlait il y a quelques jours d'un champ de ruines linguistiques en Alsace, c'est son expression. Regardez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3% seulement des 3 à 17 ans parlent l'alsacien aujourd'hui, 12% des 18-29 ans et 54% chez les 45-59 ans. Sarah Weissmesmer, je me tourne forcément vers vous. Si on ne fait rien, l'alsacien sera une langue morte d'ici quelques années. Le constat est accablant. C'est un risque réel, là ? Ah oui, tout à fait, c'est un risque réel, oui. Nous devons absolument prendre la mesure de ce qui se passe et travailler d'arrache-pied. Moi, je suis une personne vraiment très, très investie. Et j'ai ouvert l'école à BCM Zweisprachigkeit de Gerstheim en 2019. Là, on travaille sur le projet de l'ouverture de Chenaux. On connaît la solution. Les associations connaissent la solution. C'est quoi ? C'est l'immersion. C'est tout simplement l'immersion. L'enseignement immersif, c'est ça. L'enseignement immersif, tout à fait. Aujourd'hui, on fait de l'enseignement bilingue à parité horaire depuis 30 ans. On constate depuis, malheureusement, avec le recul, que les enfants fin du CM2 ne sont pas bilingues. Donc il faut travailler sur l'immersion à tout prix pour sauver notre langue. L'immersion, je le précise, enseigne l'allemand sous ses 2 formes, standard et dialectale. Véronique Toulza, Jean-Luc Mélenchon avait en son temps parlé de communautarisme linguistique, c'était son expression. Quand il s'était agi, je précise, de rejeter la charte des langues régionales, c'était en 2015. Oui. Pour vous, c'est du communautarisme, ça, de pouvoir enseigner l'alsacien à l'école en immersif ? Non. Nous n'avons aucun problème avec l'enseignement de l'alsacien à l'école, de toutes les langues d'ailleurs, ça ne pose aucun problème, à condition que ça ne serve pas à contourner la carte scolaire. Parce que, peut-être à Chenaux, où il n'y a qu'une seule école, la question ne se pose pas, pareil pour Gerstheim, mais lorsqu'il y a plusieurs écoles à l'intérieur d'une commune de moyenne importance, là, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place, et ça, nous ne le voulons pas. Quelle stratégie ? De quoi vous parlez ? Eh bien, par exemple, dans les écoles où il y a des sections bilingues, que des familles choisissent les écoles et qu'on contourne donc la carte scolaire. Véronique Toulza, là, on parle de l'alsacien. Est-ce que c'est vraiment stratégique d'apprendre l'alsacien pour contourner une carte scolaire ? Eh bien oui, par exemple, oui, sur des écoles de quartier, par exemple, où on peut ne pas avoir envie. Nous sommes... oui, et dans des quartiers, par exemple, où il y a beaucoup d'enfants d'origine immigrée, ils ne vont pas faire beaucoup d'alsaciens. Alors là, vous vous trompez. Pas forcément le cas. Là, vous vous trompez complètement. Oui. Pardon, vous vous trompez complètement. Les classes... C'est marrant, les stéréotypes toujours à l'extrême gauche. C'est toujours les contradictions. Proportionnellement... Il n'y en a aucune parce que c'est très stéréotypé ce que vous venez de dire. Oui. Sarah Weissmesmer, vous voulez réagir ? Oui. Proportionnellement, les classes ABCM, Zweisprachigkeit et les classes bilingues publiques accueillent proportionnellement beaucoup plus d'élèves issus d'ailleurs qu'en Alsace que les classes monolingues. C'est où d'ailleurs D'ailleurs, de partout. De partout. Nous, à l'école ABCM de Gerstheim, nous avons des Bordelais, nous avons des Allemands, des Russes, des Hongrois, des Turcs et des Algériens. D'accord.
Ok, bah, Sur écoutez, 24 moi, ça ne me pose pas de problème que a fait le l'alsacien point. soit enseigné à l'école. Marc Wolf, votre point de vue sur la question. Alors, je rappelle simplement, Marine Le Pen a clairement affirmé dans la presse quotidienne bretonne qu'elle n'était pas favorable à l'enseignement des langues régionales dans les établissements publics. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, qu'on replace exactement le contexte. Vu les difficultés qu'ont déjà les petits Français à s'exprimer correctement, à écrire correctement en français, effectivement, elle souhaitait mettre l'accent sur la langue française et donc mettre de côté l'alsacien. Elle parlait d'activités périscolaires, que Voilà, ça devait être enseigné au périsco. Elle- Est-ce qu'on apprend une langue au Elle périscolaire ? parlait parfaitement de ce que les écoles ABCM peuvent proposer dans l'ensemble de l'Alsace. Non. Donc ce soit le milieu associatif et pas le service public, l'éducation Ce qu'il nationale. faut bien voir, c'est que on peut toujours réserver une petite part d'Alsaciens. C'est bien logique, j'y suis aussi fondamentalement attaché. Mais quand je vois ce que mes élèves de lycée sont capables d'écrire en français, c'est affligeant. Mais ça veut dire Donc que pour il vous, faut mettre absolument déjà l'accent sur la maîtrise de la langue pour vous, française. on ne peut pas maîtriser aussi bien les deux langues C'est là qu'on note. L'urgence, le problème c'est que l'urgence est telle que malheureusement il faut faire un choix. On a laissé, voilà, l'éducation nationale à la dérive depuis le milieu des années 90. Et on se plaint à juste titre que les Français maîtrisent de moins en moins bien les mathématiques. Mais c'est aussi le français. Les copies que je suis amené à lire sont d'une pauvreté. Donc, Oui, mais je suis ça, c'est pas la langue régionale qui est en non, mais à un moment, voilà, C'est vous bien allez la mettre preuve. l'accent sur la langue française. Mais c'est vrai qu'il est tout à fait légitime de proposer de l'alsacien. Alors on va entendre quand même Olivier Solaire qui ne s'est pas encore exprimé quand même sur cette question. La langue alsacienne, c'est indissociable de l'identité alsacienne pour vous, au même titre que le crément ? Évidemment que la langue alsacienne est importante, puisque je suis d'ailleurs dialectophone depuis mon plus jeune âge, et j'ai écrit des centaines de fois à l'école, je n'ai pas le droit de parler l'alsacien en cours de l'école, dans la cour de l'école, alors qu'aujourd'hui on nous retrouve dans des situations où vous nous montrez des chiffres qui sont affligeants, effectivement, mais c'est à nous, notre génération, qui savons encore parler cette langue, d'en faire la promotion, par le biais du Friayor Feronsrichspruch, par exemple, d'apprendre à nos jeunes de parler l'alsacien et de promouvoir cette langue régionale qui devient une richesse par rapport à l'ensemble de la culture. Désolée, je suis obligée de vous Il nous couper. reste 15 Charles secondes. Listenstuhl, rapidement, est-ce que Rapidement, vous oui, militez pour les langues régionales à Je l'école ? suis favorable à l'enseignement de l'allemand, de l'alsacien. Je suis favorable aussi au retour d'une région Grand Est, région Alsace, autant pour moi. Et région Alsace. Et puis, parce qu'on parle d'Alsace, on a très peu parlé d'Europe ce soir, je le regrette. Et la candidature de la majorité présidentielle, c'est aussi celle du soutien à l'Europe. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. C'est l'heure de conclure ce débat. Merci à toutes les candidates et à tous les candidats d'avoir joué le jeu, d'être venus sur notre plateau. À noter dans vos agendas les prochains débats pour les élections législatives. C'est mercredi prochain sur France 3 Alsace. Nous nous intéresserons à 2 circonscriptions du Bas-Rhin, la 4 et la 1. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée, bonne nuit, à bientôt.